Deuxième partie de notre émission dont le numéro de ce jour est consacré à l'Anta virus, ce virus qui a déjà fait quelques morts et par rapport auquel l'OMS a mis en alerte ses États membres. On l'a vu dans la première partie de notre émission, la question de la dangerosité suscite débat. Mais avant de continuer dans cette émission, je vous propose, mes chers invités, de suivre ce que dit l'infectiologue français, le professeur Christian Perron. Les hantavirus en Asie, en Europe, n'ont jamais été transmissibles d'homme à homme. Et là, on voit une souche en Amérique du Sud qui, d'un seul coup, soi-disant, est très dangereuse, transmissible d'homme à homme. Et je rappellerai que cette souche, cette fameuse souche qu'on a appelée Andes, possiblement transmissible d'homme à homme, elle est très difficilement transmissible. Et les premiers cas ont été décrits en Argentine, je crois, en 1995 ou 16. Et il y a eu quelques foyers épidémiques, mais très limités. Ça fait quand même 30 ans que ça dure. Et pour un virus qui serait soi-disant si dangereux, si transmissible, ça paraît un petit peu bizarre. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le dis. J'entendais l'autre jour mon collègue Yazdan Pana, qui est infectiologue à Bichat, dire oui, effectivement, c'est très difficilement transmissible. Il faut un contact très proche, rapproché en espace clos, si possible échange de salive, relations sexuelles. Donc c'est pas avec ça qu'on fait une pandémie. Donc quand j'ai entendu la ministre dire ah ben ça se transmet par aérosolisation, je dis non Madame la ministre, ça ne se transmet pas par aérosolisation comme ça de sécrétion humaine. Ça se transmet par aérosolisation de déjection de rongeurs, notamment les campagnols. Donc voilà, là, déjà, il y a quelque chose qui colle pas dans le narratif officiel. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans le narratif officiel, dit le professeur Christian Perron. Juste pour dissiper le malentendu qui semblait soulever entre la ministre de la Santé et lui, il dit non, ce n'est pas par aérosolisation, mais comment les passagers du navire ont pu être contaminés alors? Ils n'ont pas été directement en contact des rongeurs. Oui, mais Hein? vas-y. Ou bien les physiologues, oui. Non, on se doute bien que il faut savoir que le bateau a fait plusieurs ports. Oui. Voilà. Et pendant les escales de croisière, les touristes se baladent. Donc l'idée, il y a deux possibilités. Soit un des touristes a effectivement été C'était en contact avec un rongeur. En contact avec un rongeur, parce qu'ils ont le droit de se balader. Bien sûr. Ouais. Ils étaient en Argentine aussi, il faut le savoir. Et il suffit d'être, comme on a dit, l'aérosolisation, c'est essentiellement lié je vais dire, aux déjections et aux urines des rongeurs. C'est-à-dire, il suffit que vous entrez dans un environnement où il y a des déjections des souris de rongeurs qui sont contaminés par ça, eux, les rongeurs et les seins, oui. Mais ces déjections, l'aérosolisation, donc la respiration de ces déjections vous contamine. Donc ça, c'est possible qu'un des passagers ait été en contact. D'accord. Puisqu'ils ont fait plusieurs pays. Et de deux, et ça, on ne sait pas pour le moment, il y a aussi possibilité qu'une souris ou un rat soit rentré dans le bateau. C'est ça, dans les cales du bateau. Dans les cales du bateau. D'accord. Normalement, il y a des dispositifs qui permettent d'éviter, c'est pour ça qu'ils sont là sur les bords des bateaux, si on est bien, on évite que les rongeurs montent, c'est parce que ça glisse énormément. Bien sûr. Mais rien n'exclut qu'il y ait effectivement cette éventualité qu'il y a eu un rongeur à bord. Et ça peut expliquer la situation. Et aussi, et ça, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Là, il y a un temps d'incubation. C'est vrai, 6 semaines. Qui n'est pas, qui peut aller jusqu'à 2 mois. C'est vrai. Il faut savoir. Et là, on a démarré il y a un mois. Quoi. Oui, c'est ça. Donc, là, on n'est pas, voilà. 11 avril, on va dire plus 13 jours plus tard. Ouais. C'est le 28 qu'on s'est apprécié. C'est à partir d'une semaine et on passe jusqu'à 2 mois. Et donc ça, c'est ce qui fait que, en effet, c'est une possibilité. Et le fait qu'il y ait et le monsieur décédé et son épouse, effectivement, ça
corrobore le fait qu'il faut vraiment un contact étroit et prolongé C'est vrai. avec la personne contaminée. Oui. Mais la troisième personne, c'est le point d'interrogation. Parce qu'elle n'a pas été forcément en contact direct et prolongé avec le premier cas. Ça pose question. Pose question sur l'éventualité éventuellement. Mais quand vous dites... je n'ai jamais fait une croisée, je ne sais pas comment ça se passe. Il n'y a pas des lieux de regroupement où on fait la fête ensemble, où on mange ensemble à table, où on fait des activités sur un navire de croisière? 15 minutes à moins de 2 mètres d'une personne, c'est suffisant. C'est suffisant. C'est ça le prolongé et le proche, la proximité. La circulation des agents infectieux, ce n'est pas un tissu de fait mystérieux. Et les épidémiologistes, ils savent très bien. Alors, petite image. Vous entrez dans une cuisine fermée, tout ça, dans votre village, vous balayez, ça monte, Tout à fait. vous l'attrapez. Vous passez dans un port où il y a des dockers, des sacs, des poussières de sacs, des machins, je ne sais pas dans quel port ils ont été. Au passage, vous l'attrapez. Maintenant, la femme et son époux ont peut-être été exposés à la même source, ou l'un l'a transmis à l'autre, parce qu'il y a très certainement de la proximité et très certainement de la longévité dans le contact. Les croisières, c'est des bateaux, c'est pas des stades de football. Il y a des restaurants, il y a C'est ça, des salles Des de lieux de foot, rencontre. il y a des bars. C'est ça. Donc, ce genre de choses où Oui. on passe de longues minutes et tout ça. Donc, Mais si on prend en compte ce que dit le virologue, et quand on sait que l'essentiel des Africains vivent en milieu rural, que l'activité principale c'est l'agriculture, qui emploie l'essentiel des actifs. Nous sommes, nos parents sont tous les jours au champ. Il y en a même qui mangent les rongeurs, hein, il faut le dire. Et apparemment c'est très délicieux d'ailleurs. Oui, Je n'ai pas encore essayé, mais Oui, pourquoi pas. Et, du coup, le risque sera grand finalement chez nous. Le risque n'est pas négligeable, hein. Ça, je pense qu'il faut le dire. Il faut qu'on soit quand même optimiste mais vigilant. Le risque n'est pas négligeable. Les recommandations qu'on peut donner, c'est vraiment, encore une fois, faire attention à ce contact-là avec les rongeurs. D'accord. Malheureusement, avec la déforestation Oui. et certaines pratiques, ça fait que nous sommes de plus en plus en contact avec ces rongeurs. C'est de faire encore une fois un plaidoyer Oui. pour la protection de la nature, pour assainir encore une fois nos milieux de vie. De façon traditionnelle, nos parents le faisaient, mais beaucoup de pratiques se perdent. C'est vrai. Dans beaucoup de villages, il y avait une journée qui était consacrée à l'assainissement. De plus en plus, avec entre guillemets, la modernisation, on abandonne ces éléments-là. Mais il faut être très vigilant et assainir nos lieux de vie Mais et vous avez, réduire docteur, vous avez notre impact compris, sur la nature. nous on a nos supermarchés, mais dans nos milieux, Tout à en fait. milieu rural, et le supermarché c'est la forêt. Exactement. C'est difficile. C'est difficile, mais il faut être vigilant. Je me permets quand même de noter que quand on regarde ce qui se passe et on lit en fait la littérature, on nous parle essentiellement en termes d'épidémiologie de cette zoonose. On vous parle de 2 entités cliniques, comme on l'a défini tout à l'heure, la forme cardio-pulmonaire, la forme hépato-rénale, mais on vous dit que la première forme est essentiellement en Afrique du Sud, en Argentine et autres. La seconde, c'est en Europe et en Asie. On ne vous parle pas vraiment d'une forme d'hantavirus propre à l'Afrique qui entraîne une morbidité C'est vrai. spécifique. Importante, oui. Spécifique. Ça veut peut-être dire que nos rongeurs, nos rats, chauves-souris et autres ont peut-être prêtent un tropisme moins important à ces hantavirus. C'est une hypothèse. Qu'ailleurs. C'est une hypothèse. D'accord. Mais toujours est-il dit que ce n'est pas véritablement suffisamment décrit en Afrique. C'est ça. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Bien sûr. Mais c'est ça. Et deuxièmement, je veux dire, là, on doit quand même être un peu moins alarmiste, parce qu'on a toujours été alarmiste quand on parle de l'Afrique. Mais parfois aussi, il faut raison garder. Il se trouve que la tension hospitalière, en termes de flux de malades qui arrivent, qu'on a connu pendant la Covid, ça ne peut pas exister dans cette maladie comme Dr Cham et puis notre ami le virologue nous a expliqué tout à l'heure, parce que le taux d'infestation n'est quand même pas très important. Et parce que le Pas taux encore.
Oui, il ne l'est pas jusque-là. Le docteur l'a dit. Oui, jusque-là. La période On ne d'incubation connaît n'est pas, pas on ne passée. Oui. Enfin, j'ai quand même envie de dire que, en fait, on aurait quand même quelques prémices aujourd'hui. D'accord. Et puis, on ne connaît pas une mutation, parce qu'effectivement, c'est que les virus peuvent muter, mais on sait quand même que on a en Afrique, grâce justement aux épidémies antérieures, dont la Covid, on a quand même dans chaque pays au moins un service C'est vrai. qui peut contenir une infection pulmonaire grave. Le problème qu'on a eu en Afrique avant, c'est que il y avait une telle tension hospitalière, parce qu'il y avait beaucoup de malades, peu de structures capables d'accueillir, c'est difficile. Peu de malades avec quelques structures qui peuvent accueillir. Je pense que l'Afrique, pour l'instant, peut être prête à le faire. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait une accélération de la maladie. Juste pour rebondir rapidement, c'est vrai ce que disait le professeur Boni. Il faut aussi savoir qu'on a nos propres antivirus, on a nos propres. D'accord. On a des, comme je vous parlais tout à l'heure de la fièvre de Lassa, les pratiques que nous avons acquis par rapport au Covid et par rapport à d'autres virus doivent nous permettre d'être vigilants. On n'est pas alarmiste, mais il faut quand même être vigilant parce qu'on a nos propres réservoirs de virus hémorragiques. Est-ce que ça peut signifier que nous avons naturellement acquis une forme d'immunité par rapport... Non. Non, si je peux me permettre. Non. Puisqu'on en avait parlé pendant la crise... Non, ça va au-delà de ça. On n'en est pas encore là. C'est ça. On part d'un truc très simple, c'est que c'est rare d'en voir. Mais l'absence d'évidence n'est pas l'évidence de l'absence. C'est ça. Ça circule, il faut identifier, il faut savoir où, il faut savoir comment, il faut savoir même si c'est contagieux au niveau inter-espèce, ce qui circule chez nous. Un pathogène n'est jamais une entité isolée en termes de variants ou de clones. N'importe quel pathogène sur Terre existe en une multiplicité de variants. Donc certains auront des compétences particulières, comme l'Andes qui en a une. Peut-être que l'Andes n'existe qu'en Andes, dans les Andes. Peut-être. Mais ça aussi, c'est une chose que nous devons démontrer. Ça se fait d'une façon coordonnée et intégrée. Cette grande approche One Health où tout le monde participe. Les environnementalistes, les biologistes, les chercheurs, les politiques, les vétérinaires, pour surveiller. Et c'est ça l'histoire, se préparer. Donc on dit en santé publique, une menace quelque part, c'est une menace partout. C'est une bonne transition. Docteur, se préparer. La polémique, elle existe déjà. Parlons-en. Il y a 2 jours encore, le docteur Raoult, que je ne présente plus, nous explique qu'il ne comprend même pas qu'on soit déjà en train de parler de vaccins, puisque effectivement des vaccins sont déjà visiblement en préparation, et pas un seul, mais plusieurs. Et vous savez très bien l'idée qu'il y a derrière. Parlons-en, docteur. Est-ce que, pour poser les questions de façon claire, il y a une forme de business par rapport aux vaccins, puisque on nous apprend que des vaccins sont déjà en préparation, alors que les spécialistes que vous êtes et d'autres spécialistes français nous disent la dangerosité actuelle de ce virus ne demande pas qu'on nous parle de vaccins. Comment se situer par rapport à cette question? Alors, il faut savoir que la souche andaise est une vieille souche, elle existe depuis très longtemps. C'est ça. Elle a effectivement été, elle sévit beaucoup plus dans le sud de l'Argentine, un peu dans les zones un peu reculées, un peu marginales comme on dit, et peut-être jusqu'aujourd'hui n'a jamais suscité un intérêt, je veux dire, en termes d'immunoprotection. Il faut dire aussi que en Europe, il y a l'antivirus. C'est ça. On a plusieurs antivirus, on a le Pumala, on a le Séoul, on a Tura, 3 qui sévissent en Europe, mais qui effectivement ont une létalité faible par rapport à celle qui est en Argentine.
on parle de 0,4%. Oui. Donc du coup, elle a effectivement un peu moins suscité d'intérêt en santé publique, donc un intérêt de développer un vaccin. Donc pour ça, il n'y a pas de vaccin. Oui, Hein, et il n'y a même pas de traitement. c'est ça. Voilà. On traite des complications éventuellement. Donc aujourd'hui, l'alerte qui est posée effectivement, pour qui était normalement était normal pour le président de l'OMS, mais effectivement on alerte, mais la transmission interhumaine étant très faible, il faut être clair. Aujourd'hui pose question. Ça pose. Dire est-ce que effectivement il y a intérêt à développer un vaccin et pourquoi. Ouais. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres pathologies pour lesquelles qui sont une transmission assez importante et qui ont aussi une létalité très importante, notamment la nouvelle souche Ebola qui sévit En RDC. en Ouganda En Ouganda également, oui. et qui nécessite un peu plus d'être plus réactif sur la mise en place d'un vaccin. Je pense qu'on est trop tôt. Oui. Voilà. Juste pour rebondir sur votre intervention, déjà un rappel historique. Il faut savoir qu'il y a des vaccins qui existent. Hein. Il y a des vaccins qui existent en Corée. Il y a des vaccins qui ont été développés en Corée du Sud. Et en Chine, le chinois aussi. Et en Chine. Contre l'antivirus. Contre l'antivirus. Et ce sont des vaccins, en fait, malheureusement, qui ont une efficacité qui est relative. Qui est relative. Et il faut savoir aussi que dans le monde actuel où il y a quand même beaucoup de déplacements, où nous sommes interconnectés, il se peut que ce vaccin, effectivement, ne soit pas destiné à la population générale, mais il y a certains sous-types de population qui peuvent très bien être intéressés par avoir ce type de protection, même pour éviter finalement de se retrouver dans une situation où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, un voyageur qui vient me voir en me disant « je vais aller en Amérique du Sud, je vais aller visiter Ushuaïa », si j'ai la possibilité pour une certaine période de lui proposer un vaccin contre ce hantavirus, je pense que ce serait quelque chose qui peut être intéressant pour un certain sous-type de population, sachant qu'on est quand même en face d'une pathologie pour laquelle il n'y a pas de traitement spécifique dirigé contre le virus. C'est ça. Et la prise en charge, le professeur Boni le confirmera, est peut-être très lourde. On parle d'oxygénothérapie, on parle de respirateurs extérieurs de l'organisme, et on parle peut-être aussi de certaines populations qui peuvent être faibles en étant porteurs de diabète, d'hypertension, qui peuvent avoir rapidement une défense cardio-pulmonaire. Avant que je donne la parole au virologue, je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.